C'est parti, bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a 15 personnes connectées sur le webinaire. On est ravis de vous rencontrer et de vous retrouver pour certains d'entre vous. Il y a des noms et des prénoms que je reconnais dans la liste. Corentin Kerbiriou et Laurie Passini, et puis Idriss Issop en coulisses, que vous allez voir tout à l'heure. Vous pouvez nous envoyer des messages dans le chat si vous nous voyez bien. Vous pouvez nous répondre. On va attendre quelques minutes qu'un maximum de personnes se connectent, et puis on lancera l'événement. Écrivez-nous dans le chat à droite si vous voyez tout, si vous nous entendez déjà, si vous voyez bien, si vous avez bien le partage de la présentation. Bonjour Carole, merci pour votre message. Bonjour Jessica. Allez, 18h02, je vous propose qu'on patiente jusqu'à 18h05 au maximum. On est 17 membres sur la conférence et puis d'ici 3 minutes, on démarre. Bonjour Julie, collègue de Jessica. Pendant qu'on attend les dernières personnes qui se connecteront sur le lien de la conférence et du webinaire, je vous propose de nous envoyer un message dans le chat pour vous présenter, nous présenter votre métier. Ce sera forcément important pour comprendre le sens de vos questions. Et puis, vous pouvez aussi nous ajouter un petit mot pour préciser les attentes que vous avez pour ce webinaire. Ça nous permettra d'orienter notre présentation. Ok, il est 18h05. Je vous propose que nous commencions. On est 23 personnes connectées au total. Je vous propose qu'on prenne l'heure qui vienne pour un webinaire qui se veut le plus convivial possible. On va essayer de faire le moins de
cours magistral pour essayer de faire un maximum de conversation avec vous. On suivra le chat. Idriss est présent encore une fois en coulisses pour nous interrompre et nous poser les questions que vous avez. Continuez à vous présenter, à nous préciser les attentes que vous avez par rapport à ce webinaire. J'aimerais savoir par ailleurs si vous avez déjà reçu, lu, apprécié ou pas le livre blanc qu'on a publié sur le sujet de la classification internationale du fonctionnement. Et puis, pendant que vous nous envoyez tous ces éléments, nous, on va aussi prendre le temps de se présenter. C'est parti. Guy me demande si le son est haché pour tout le monde. Peut-être avant de commencer, on va vérifier que c'est bon sur le plan technique. Ok, ok. Bien. Le son est bon pour certaines personnes. Donc, Guy, je vous invite à vous rapprocher un petit peu de votre routeur Internet si c'est possible, en espérant que la connexion s'améliore. A priori, ça ne vient pas de notre côté. On s'est déjà eu en visio et ça marchait très bien, alors je suis sûr que ça va le faire. Ok, donc on attaque les présentations. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Corentin Kerbiriou. Je suis président et cofondateur de la société Juggle, qui est organisatrice de ce webinaire, et je suis accompagné de Laurie, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Laurie Bassini, je suis psychologue clinicienne spécialisée dans les interactions et la communication, et je suis doctorante salariée au sein de l'équipe Juggle. Merci Laurie. Alors, je vous propose qu'on démarre avec un petit peu d'histoire, parce que pour en arriver à faire un webinaire sur la classification internationale du fonctionnement, on peut se dire qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses, parce que ce n'est pas le sujet qui a priori intéresse le plus de monde. En fait, le point de départ, c'est Juggle, la mission de l'entreprise qu'on a construite. Donc, Juggle, c'est une société qui a été immatriculée en 2018. Donc, on a fêté récemment nos 3 ans, mais c'est un projet d'abord de recherche qui a démarré en 2016 avec 2 laboratoires de recherche, Interpsy, spécialisé en psychologie clinique, en pédopsychiatrie, et puis le Lauria, qui est un laboratoire de mathématiques et d'informatique. Et ces 2 laboratoires s'étaient rapprochés autour de 2 cofondateurs, Henri, éducateur spécialisé, et moi, pour travailler sur la problématique suivante: comment prévenir les errances thérapeutiques dans l'accompagnement des personnes avec des troubles du développement. On s'est renseigné auprès de professionnels du secteur médico-social, on s'est renseigné auprès d'équipes de chercheurs, de scientifiques, et puis auprès d'ensemble de familles. Et il est ressorti 2 éléments saillants. Le premier, c'est de travailler à comprendre plus clairement la situation de la personne avec un trouble du développement. Et puis, le deuxième, c'est de mieux communiquer entre métiers et entre accompagnants. Alors, quand on vient d'un environnement d'informaticien, comme ça a pu être mon cas, quand on entend comprendre plus clairement la situation de la personne, on comprend optimiser l'évaluation de la personne, et puis mieux communiquer entre métiers et entre accompagnants, on comprend optimiser les échanges d'informations. Et cette optimisation, en fait, elle est possible selon une recette magique que je vais vous livrer dès maintenant. Seulement 3 minutes après le début de l'événement, je vous livre déjà les secrets les plus importants de notre histoire. Optimiser, c'est standardiser plus automatiser. Et donc, en ayant intégré ces informations qui nous remontaient en 2016 du terrain, des scientifiques, des familles, on a décidé de mettre en route la première étape de notre formule magique, à savoir standardiser. Pour comprendre plus clairement la situation d'une personne en situation avec un trouble du développement et pour mieux communiquer entre métiers, je me suis tourné vers Laurie en lui disant: Laurie, on a besoin d'un standard, premier ingrédient de notre recette. Laurie, je t'en prie. Donc, ma principale mission chez Juggle, ça a été de créer et d'alimenter constamment une base de données qui allait recenser toutes les informations liées au développement neuro, psycho et moteur chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Donc, une revue de littérature m'a permis de mettre en évidence, d'un côté, différents modèles de développement, donc par exemple Brunet-Lésine, Vèvre-Douré, De Broca. Ce sont tous des modèles qui se basent sur le développement normal. De l'autre côté, j'ai recensé aussi toutes les différentes méthodes d'accompagnement et d'évaluation pour pouvoir voir les aptitudes dans les différents domaines de vie et comparer à la fois le développement normal et les développements atypiques, comment on pouvait les rééduquer. En croisant donc, ces différentes données, j'ai pu construire un premier référentiel standard des différentes étapes de développement, des pivots, des prérequis nécessaires pour atteindre un degré d'autonomie dans tous les différents domaines de la vie.
plus le... Donc, cependant, ces différents modèles ne vont pas J'ai essayé prendre... de faire une coupure discrète, Laurie. Je t'interromps un instant. Idriss me dit qu'il ne voyait pas le partage d'écran. Si vous pouvez me confirmer dans le chat que vous voyez tous le partage d'écran, ce serait parfait. Au moins une personne, la plus rapide. Oui, merci Anaïs, c'est parfait, on peut continuer. Du coup, je me suis un petit peu perdue. Donc, sur complètement perdu. Sur ces différents modèles, donc toutes les aptitudes qu'on pouvait regrouper dans les différents domaines de vie à travailler pour que la personne puisse atteindre un niveau d'autonomie le plus conséquent possible. Tu peux peut-être montrer, voilà. Donc dans ces différents domaines de vie, on peut avoir la compréhension, l'interaction sociale, la motricité, le vocabulaire, mais aussi l'hygiène. C'est vraiment tous les domaines qui vont permettre à la personne d'être indépendante dès qu'elle le pourra. Donc, on retrouve ici différentes aptitudes qui peuvent être travaillées. Donc, par exemple, dans la compréhension, localiser la source des sons, regarder en direction des sons vocaux. Donc, il y a toujours une hiérarchie qui permet d'atteindre le niveau maximum dans ces domaines de vie. Alors, Laurie est humble, donc je vais me permettre de faire une petite incursion dans cette présentation. Quand j'ai demandé à Laurie de nous construire un standard pour évaluer l'évolution des aptitudes chez un enfant, j'avoue que je ne me rendais pas forcément compte de la quantité de travail que ça représenterait. Et Laurie s'est retrouvée pendant presque 5 ans maintenant à rechercher tous les éléments disponibles dans la recherche, des éléments qui sont validés et sur lesquels on peut s'appuyer, qui font consensus par ailleurs, et qui aussi sont des éléments qui sont accessibles à n'importe qui, puisqu'on peut trouver à l'intérieur de publications scientifiques des explications très techniques qui ne sont pas du tout accessibles à des familles. Et donc, Laurie a dû faire un travail à la fois de consolidation de plein d'éléments qui existaient et à la fois de saisie et de simplification de ces éléments pour faire en sorte que ce soit accessible avec toujours une idée. Il faut que ce soit accessible facilement à des familles et que ça ne crée pas une complexité supplémentaire. Aujourd'hui, Laurie, je parle sous ton contrôle, on a recensé 23 catégories d'aptitudes qui couvrent depuis les jeux, la motricité, la compréhension, le développement sensoriel. Voilà, les interactions sociales, la motricité, même certains domaines d'éducation comme les mathématiques, le français. Et on est elles sont versées dans l'autopromotion. Ah. Vas-y, je t'en prie. On est environ à 800 aptitudes répertoriées aujourd'hui, même un peu plus. Ok, je t'en prie, on peut passer à la suite. Alors, cependant, tous ces modèles étaient très cloisonnés et on pouvait avoir par exemple d'un côté des évaluations fonctionnelles qui allaient expliquer comment les fonctions comme la mémoire, comme la flexibilité mentale, mais aussi les compétences motrices comme la régulation tonique ou les praxies se développaient, mais sans être justement traduites dans des aptitudes compréhensibles et applicables sur le terrain. Donc, moi qui avais déjà créé tout ce référentiel d'aptitude, j'ai, en collaboration avec Idriss, donc mon collègue et psychomotricien, travaillé à cette interaction entre les compétences et fonctions et les aptitudes. Donc, pour chaque aptitude, quelles fonctions, quelles compétences vont être stimulées, vont être nécessaires pour que l'aptitude soit applicable dans la vie réelle et dans la vie quotidienne. Donc, par exemple... Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret ? J'y ai arrivé. Si, par exemple, on demande à un enfant de s'asseoir, on va à la fois venir stimuler le côté moteur avec de la régulation tonique et de l'équilibre dynamique, mais on va aussi venir stimuler sa compréhension, sa communication, la capacité à comprendre qu'on lui demande de réaliser une action précise. Donc, c'est bien là que la collaboration avec Idriss a trouvé toute son importance parce qu'il avait à la fois les compétences motrices spécifiques à son métier et moi, toutes les compétences plutôt de communication et des fonctions de compréhension exécutive qui entraient en jeu. En travaillant donc de cette manière, en prenant en compte l'ensemble de... voilà, on a un petit exemple des compétences, par exemple, dans la motricité globale. Et en prenant en compte tout ce travail-là, on a vraiment travaillé dans une approche biopsychosociale et dans une prise en charge globale pour justement prendre en compte toutes les compétences qui allaient être mobilisées et savoir exactement où
était la difficulté de la personne pour savoir si on mettait en place quelque chose de pédagogique, quelque chose de thérapeutique ou de rééducatif. Merci beaucoup Laurie. Donc, vous l'aurez compris, on a passé plus de 2 ans après le début de nos travaux avec les 2 laboratoires de recherche Interpsy et le Lauria à créer nous-mêmes finalement ce standard dont on avait besoin pour permettre à tous les professionnels de travailler sur une seule plateforme pour pouvoir communiquer. En fait, ce qu'on a essayé de construire, c'était un seul outil d'évaluation qui reprenait l'ensemble des informations qui étaient disponibles partout dans la recherche pour avoir un seul support partageable d'un métier à l'autre, puisqu'on avait cette difficulté à faire communiquer les différents métiers. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on peut peut-être, avant d'enchaîner sur le chapitre suivant, répondre à des premières questions. Idriss, si tu en as, tu peux nous les envoyer. Ouais, j'ai une première question, Corentin. Merci Laura d'avoir posé la question. Je pense que c'est une question qui est plutôt pour Laurie. Pourquoi avoir distingué l'aspect pédagogique, rééducatif, thérapeutique, et je rajouterais même éducatif? Pourquoi ces différentes approches? Pourquoi les avoir distinguées? Alors, on les a distingués, on va surtout les distinguer dans les étapes ensuite lorsqu'on va créer le projet d'accompagnement de l'enfant. Si on est dans le développement d'une aptitude et que l'enfant ou que la personne a toutes les compétences et qu'il faut juste lui apprendre à réaliser cette aptitude, on va être dans du pédagogique. Quand l'aptitude n'arrive pas à être atteinte parce qu'il y a un blocage émotionnel, psychique, une phobie, quelque chose, on va être plutôt peut-être dans du thérapeutique pour travailler sur l'émotionnel et l'affect qui va être attaché. Alors que si on est sur une intervention sur les fonctions et les compétences, on va être plutôt sur du rééducatif avant de passer à du pédagogique, une fois que les compétences seront acquises. Est-ce que c'est plus clair, Laura ? Merci pour ta réponse, Laurie. Je vois que Laura est encore en train de... Oui, je vois. Je crois que Laura est en train de faire une compétition de dactylo pour essayer d'écrire vite sa question. Alors, pour reprendre, le fait d'avoir voulu classifier, car finalement, on peut dans un même projet avoir une prédominance de l'un sur l'autre et les combiner. Donc finalement, avoir à la fois dans un même projet des approches qui vont être plutôt rééducatives, d'autres plutôt thérapeutiques, d'autres plutôt sur un volet éducatif pédagogique. Oui, alors on ne fait pas forcément la distinction à ce niveau-là. Là, je les ai vraiment cités parce que c'est sur un même projet, pour différentes aptitudes et pour un même enfant ou pour une même personne, on va, oui, mettre en place peut-être différentes approches en même temps. Et ça, ce sera aux professionnels de juger en fonction de leur expertise et de l'évaluation et des objectifs de la personne. C'est juste de bien les citer et de bien les différencier pour qu'on prenne bien en compte dans cette prise en charge globale, justement, qu'il y a différentes approches qui peuvent coexister. Idriss, j'en profite, j'ai l'impression que Laurie a bugué. Est-ce que c'est que chez moi ou est-ce que c'est pareil pour toi? C'est que chez toi. Le son est bon de mon côté. Ok, tant mieux. Tant mieux. De rien, Laura, si c'est plus clair. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions, Idriss? Non, pour le moment, on peut dérouler. Entendu. J'en profite pour ajouter une petite note à la réponse de Laurie. Je revois dans les participants que Laura est doctorante. Il ne faut pas oublier que quand on construit un programme et qu'on va trouver à l'intérieur de ce programme d'intervention et d'accompagnement d'une personne des versants pédagogiques, rééducatifs, éducatifs, thérapeutiques, parfois compensatoires, les situations qu'on va mettre en place peuvent parfois se ressembler. C'est important de pouvoir bien communiquer à l'intérieur de l'équipe dans quelle démarche on est et est-ce qu'on est en train de corriger une fonction, est-ce qu'on est en train de mettre en confiance un enfant. Effectivement, c'est très important de bien documenter finalement cette intervention pour que des professionnels qui sont peut-être pas conscients de ces différences puissent également bien s'impliquer dans le projet et avoir des résultats. Si c'est bon pour vous, je vous propose qu'on avance dans notre présentation. Donc on vous a fait un premier tour d'horizon sur la raison pour laquelle on s'était intéressé et on avait commencé à rechercher un standard qui permettait de communiquer entre professionnels. Et en fait, plus de 2 ans après avoir commencé notre travail, on a reçu les breaking news. Je pense que tout le monde parmi les participants à ce webinaire
a entendu parler de Séraphin PH. Séraphin PH, on ne va pas y passer beaucoup de temps. L'idée, c'est juste d'expliquer pourquoi la CIF est devenue si importante. Séraphin PH, c'est un nouveau système de tarification à l'acte qui est en train petit à petit d'être inséré dans le système comptable, financier, administratif du médico-social français, et en particulier pour le secteur du handicap. Et ce système de tarification à l'acte demande de coter les actes selon une règle bien précise, et cette règle est appuyée, roulement de tambour, sur les systèmes de code de la classification internationale du fonctionnement. Voilà comment on s'est retrouvé à la suite de tous nos travaux, à l'interaction entre les travaux de recherche de Laurie, qui essayait de trouver parmi toutes les publications scientifiques, parmi les méthodes existantes, parmi les pratiques qu'on rencontre sur le terrain et qui n'ont pas forcément d'existence scientifique, qui recherchent entre elles un standard, parce que Laurie ne l'a pas précisé, mais dans chaque équipe avec laquelle on a pu travailler par le passé, chaque équipe d'intervenants médico-sociaux, eh bien, on trouve une forme de standard interne qui a été construit pour permettre aux professionnels de fonctionner entre eux, parce qu'on sait que dans toutes les équipes, on n'a pas toujours toutes les compétences qui sont représentées, on a parfois des personnes accompagnées qui ont des particularités, donc chaque équipe a fait l'effort de reconstruire ce standard. Et puis de l'autre côté, on a un nouveau standard qui nous est imposé, qui est la classification internationale du fonctionnement, mais surtout pour servir ce système Séraphin PH qui petit à petit va être mis en place. Donc sans aucun jugement sur cette partie Séraphin PH qui ne nous concerne pas aujourd'hui, ça nous a amené à nous intéresser beaucoup plus en profondeur au sujet de la classification internationale du fonctionnement. Alors pour vous la décrire de manière extrêmement vulgaire et en quelques mots, la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, que nous appellerons CIF à partir de maintenant parce que c'est beaucoup trop long, a été publiée par l'OMS en 2001, donc c'est absolument pas un document nouveau, pour autant il a été quand même particulièrement discret pendant ces 20 dernières années. Il a été publié par l'Organisation mondiale de la santé et il a été signé par plus de 100 pays, autant dire l'essentiel de l'humanité. Et il est appuyé sur 2000 études scientifiques, et on peut croire que les études scientifiques ont été suivies à la lettre parce qu'on connaît nos amis suisses pour la rigueur et la méthodologie scientifique. Juste une remarque impertinente pour décrire ce document qui finalement a été construit pour servir de standard à la fois aux travaux scientifiques pour l'évaluation du fonctionnement humain, du handicap et de la santé, et aussi servir de standard pour les équipes qui interviennent au quotidien sur le terrain. Laurie, je te redonne la parole pour que tu nous présentes les grandes composantes qui sont décrites dans la CIF, et puis ensuite on avancera avec les éléments documentés à l'intérieur de chaque composante. Alors, donc la CIF, comme je disais, c'est qui prend en compte l'approche biopsychosociale et qui va du coup prendre la personne dans sa globalité avec différents éléments, différentes composantes, différents facteurs. Donc, elle va décrire surtout donc, la dynamique et les interactions qui peuvent exister entre ces différentes composantes. On va avoir les fonctions organiques, c'est-à-dire les fonctions physiologiques comme les fonctions respiratoires, cardiaques, mais aussi toutes les fonctions motrices, psychologiques, dont je vous ai parlé déjà au début. Donc, ces fonctions vont être en lien avec les structures anatomiques, c'est-à-dire toutes les parties anatomiques du corps, et c'est ce qui va permettre les activités et les participations, c'est-à-dire l'autonomie de la personne dans la réalisation des aptitudes. Donc, une activité va être vraiment dans le champ thérapeutique ou de l'encadrement. C'est quand on va apprendre à la personne à mettre en place une de ses aptitudes, c'est-à-dire retrouver le carré parmi les ronds, par exemple. Et les participations, ça va être dans sa vie quotidienne. C'est par exemple lorsqu'elle va devoir ranger des outils, et ben les outils seront rangés de la même façon que les carrés avec les ronds en fonction de caractéristiques. Ces participations et activités sont aussi en lien avec les facteurs personnels, où on va retrouver toutes les caractéristiques personnelles de l'individu, donc que ce soit son état de santé, son cadre de vie, mais aussi tout ce qui va être sa motivation, ses intérêts, vraiment ce qui fait de lui cette personne, ainsi que les facteurs environnementaux, donc, qui va désigner tout l'environnement physique, social, familial, professionnel, dans lequel la personne va évoluer. Donc ces différentes composantes sont en interaction les unes avec les autres, et lorsqu'il y a un élément d'une de ces composantes qui peut avoir un impact sur les structures anatomiques ou sur les facteurs personnels, par exemple, ça va peut-être impacter l'autonomie de la personne. Donc c'est bien pour ça que la prise en charge est vue comme globale, pour ne pas oublier certains éléments, rester dans un modèle le plus exhaustif possible
à être sûr d'avoir toutes les clés pour amener la personne vers un maximum d'autonomie. Je vous propose de réagir avec des questions si vous en avez. Laurie, si tu souhaites, on peut passer la courte vidéo qui présente comment est présentée la nomenclature de la CIF. Ok, je vais la commenter puisque c'est moi qui fais la régie en même temps. Donc, très concrètement, la CIF, c'est quoi? C'est une nomenclature qui ressemble à ça, où on va trouver, alors, je vais vous demander de suivre un petit peu mon curseur, là en dessous de la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, 4 grandes composantes, activité et participation, facteurs environnementaux, fonctions organiques et structure anatomique, qu'on va pouvoir développer. Hop, je m'y retrouve. À l'intérieur des activités et participation, on va trouver 9 grands chapitres. On va développer par exemple l'apprentissage et l'application des connaissances, à l'intérieur duquel on va trouver différents éléments avec par exemple un sous-chapitre de perception sensorielle et intentionnelle, ce qui nous permettra d'arriver en bout de branche de cette partie des apprentissages et applications des connaissances sur la capacité à regarder. Donc si vous naviguez à l'intérieur du document, si vous voulez, on pourra vous partager le lien. Celui-ci, Laurie, c'est le lien que tu m'as envoyé. Tu peux me redonner la source? Oui, c'est le Bioportal. Voilà, Bioportal. Il y a un autre site qui s'appelle ICF Browser, qu'on pourra vous partager également dans le chat, qui vous permettent de naviguer en même temps et de retrouver toutes les branches et finalement tous les éléments qui ont été documentés à l'intérieur de cette CIF. Donc, Laurie, je parle sous ton contrôle et tu pourras m'interrompre si tu le souhaites. Ce qui nous a semblé très intéressant dans cette nomenclature, c'est qu'elle est faite pour couvrir à 360 degrés le périmètre du fonctionnement d'une personne. Et donc, par essence, elle doit permettre de s'assurer, si on remplit, entre guillemets, toutes les cases, si on s'interroge sur chacune des aptitudes qu'on voit ici à l'écran, dans le domaine d'abord de l'apprentissage et de l'application des connaissances, puis ensuite, par exemple, de la mobilité, de la vie communautaire, de la vie domestique, on devrait avoir à la fin une très bonne photographie de la situation de la personne qu'on essaie d'accompagner, et ça nous permettra de définir le plus efficacement possible un programme d'accompagnement qui soit à la fois sur mesure et puis qui soit à la fois respectueux de la personnalité de la personne qu'on a en face de nous, sans jamais oublier ses facteurs personnels, et on parle énormément d'autodétermination, il s'agit bien de ça. Ce qui nous a semblé manquer dans cette grande classification internationale du fonctionnement, c'est 2 choses, et d'ailleurs je vais reprendre une citation que j'ai entièrement déformée pour le bien de cette présentation de Laurie, qui m'a dit « c'est bien, mais non seulement c'est pas du tout pratique, mais en plus c'est pas du tout précis ». En fait, si on détaille un petit peu, on s'est intéressé à cette nomenclature et on a décidé d'ajouter l'ensemble des travaux de recherche que Laurie avait fait pendant ces 2 dernières années et de les mettre au bout de cette documentation. Donc si on reprend à l'intérieur de notre logiciel cette même nomenclature, donc vous retrouvez ici les activités et participations, on redéveloppe l'apprentissage et l'application des connaissances, et puis nous étions dans les perceptions sensorielles intentionnelles. Et cette fois, à l'intérieur de la catégorie « Regarder », on va trouver bien davantage d'éléments qui sont les aptitudes que Laurie avait documentées. Laurie, je te laisse ajouter quelques mots sur ce sujet. Ok, c'est possible. Oui, quand j'ai dit à Corentin que c'était peu précis et c'était surtout pas assez dynamique, c'est qu'on arrivait à des catégories qui étaient assez larges, donc comme par exemple regarder. Et regarder, ça peut vouloir tout et rien dire. Donc, on peut regrouper certaines de nos aptitudes sous cette grande bannière de regarder, sauf qu'on va manquer le côté de l'objectif de cette aptitude-là. Si chercher des yeux un objet tombé sur le sol, par exemple, va être complètement différente au niveau des compétences qui vont être sollicitées que établir un contact visuel avec le locuteur, qui va venir beaucoup plus solliciter les compétences sociales, par exemple, plutôt que de l'analyse visio-spatiale. Donc c'est là-dessus, toujours avec ses compétences et ses fonctions, qu'on ramène un niveau de précision un peu plus important. Et effectivement, pour tous les praticiens qui sont dans l'audience ce soir, si je m'étais présenté devant Laurie avec comme seul niveau de précision le travail sur regarder, c'est pas du tout assez précis. Et si on s'était présenté devant vous avec un logiciel qui s'arrêtait là en termes de qualité d'analyse,
en fait, ça n'aurait pas du tout collé avec les attentes du terrain. Et donc, ce qu'on a surtout retiré de cette grande nomenclature CIF, c'est que ça donne très certainement un périmètre, mais ça manque entièrement de profondeur pour être capable de coller avec la réalité du quotidien, puisqu'un professionnel ne peut pas se permettre de rester dans un niveau d'analyse aussi faible que travailler sur le regard en perception sensorielle, mais va pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'évaluation. J'en profite pour dire qu'on travaille tous les jours avec plus de 700 professionnels maintenant qui nous aident à augmenter la profondeur de cette base de données et de nous assurer qu'on a bien une petite aptitude, une petite vignette comme vous voyez là, pour chacune des aptitudes réelles que mobilise un enfant dans sa vie de tous les jours. Et ça permet très facilement d'aller saisir l'objectif qu'on souhaite réellement travailler. Puisque s'arrêter à regarder demanderait en fait un retraitement de la part du professionnel, ce qui vient totalement en contradiction avec l'idée d'un standard et que tout le monde travaille sur le même format. Je me permets de rajouter que c'est aussi vraiment l'importance du langage commun que peut permettre la CIF entre les différents professionnels. Ça revient avec la question de Laura sur les différentes approches, mais certains professionnels vont être beaucoup plus orientés sur de la thérapie et d'autres sur de la pédagogie, de l'éducatif. Et en fonction de peut-être le même objectif qui serait là d'apprendre à regarder, on va mettre des choses en place qui vont être différentes en fonction de l'expertise des professionnels et des objectifs plus précis. Merci Laurie. Idriss, si tu as d'autres questions dans le chat, tu n'hésites pas. Si tu n'as pas d'autres questions pour l'instant, ouais, pas d'autres questions. Ok, ça marche. J'en profite pour agiter un grand drapeau aux participants. Posez-nous des questions. Le but, c'est vraiment pas de faire un cours magistral. Merci à Laura qui assure l'animation depuis tout à l'heure. On veut au maximum échanger avec vous. Je pense que le sujet de fond de la CIF est très bien documenté sur plein de sites internet. Donc voilà, si on peut vous partager des éléments plus précis en fonction des questions que vous avez, surtout n'hésitez pas. Je reprends le fil de la présentation. La première chose qui nous a marqué, c'était donc à la fois la qualité de ce périmètre qui permettait de couvrir l'ensemble du fonctionnement d'une personne, le manque de qualité dans la profondeur, mais qui en fait n'était pas du tout incompatible, c'est-à-dire qu'on pouvait, en croisant le travail qu'a fait Laurie, qu'a fait Idriss, et puis l'ensemble des partenaires avec lesquels on a travaillé, pour venir ajouter de la profondeur à cette classification internationale du fonctionnement. L'intérêt, c'est de le faire en respectant entièrement le système de code de la CIF avec lequel je ne vous assommerai pas, mais avec lequel on a amplement assommé Laurie, qui a fait en sorte qu'évidemment tout ça soit le plus compatible possible pour que demain, à la fois pour une question pratique de Séraphin PH, quand on clique sur une aptitude, ça code bien la bonne évaluation et le bon besoin, mais à la fois aussi pour un intérêt de recherche ou un intérêt de partage avec d'autres outils qui permettent d'avoir en permanence voilà, une base commune qui se construit et qui se développe, plutôt d'avoir des outils qui viennent les uns à côté des autres et qui ne travaillent pas forcément en partenariat. L'aspect suivant, si on revient à notre belle infographie que j'apprécie tout particulièrement, parce que je pense qu'elle permet vraiment de bien expliquer comment fonctionne finalement une personne, c'est que cette classification internationale du fonctionnement, et Laurie, je t'adresse la question directement, elle donne différentes composantes, elle nous permet de comprendre quelle est la différence entre la mémoire, l'aire du cerveau associée à la mémoire et l'activité de mémoriser où on a posé nos clés avant de sortir de chez soi. Ce qui permet voilà, clairement de bien différencier les choses. En revanche, on ne voit pas les interactions entre ces composantes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'importance de ces interactions? L'importance des interactions. Donc, on va repartir un peu sur les trajectoires développementales peut-être. C'est-à-dire que parfois, une compétence va peut-être beaucoup plus se développer qu'une autre et on peut se retrouver avec quelque chose d'assez hétérogène mais qui pourrait se compenser par la suite. Cependant, si c'est une structure anatomique, par exemple, qui pose problème dans le développement d'une compétence, si on ne s'en rend pas compte tout de suite, on peut vraiment prendre du retard sur ce développement et avoir des difficultés à venir rééduquer à ce niveau-là. Et dans ce modèle-là, c'est vraiment une sorte de référentiel papier et qui ne montre pas justement la dynamique entre une activité participation, qu'est-ce qu'elle va venir stimuler, quelles sont les structures qui vont être mises en mouvement, ou pas d'ailleurs.
Et c'est ce qui me manque justement, c'est de mettre cette lumière, ce focus sur des points qui peuvent être très importants à déceler tôt dans le développement quand ça ne va pas, pour pouvoir justement corriger ou adapter pour éviter une trajectoire développementale qui serait vraiment atypique et qui pourrait même s'arrêter. On sait qu'il existe différentes trajectoires développementales. On peut très bien développer une compétence beaucoup plus qu'une autre, puis rattraper ensuite. C'est important de bien les déceler, de bien les connaître et de voir aussi quels sont les facteurs qui vont jouer. Je vous parlais de la motivation tout à l'heure dans les facteurs personnels. On a tendance à l'oublier dans le milieu du handicap parfois, mais si un enfant n'est pas motivé ou un adulte pour une activité, on peut très bien modifier en fonction de la connaissance qu'on peut avoir de cette personne pour justement retravailler sur les fonctions et ramener son attention sur ses activités participation. Donc le problème de la CIF, c'est comme ce n'est pas un modèle qui est dynamique, où on ne voit pas réellement toutes les interactions et tout ce qui se joue entre les différentes composantes, ça ne donne pas forcément les pistes nécessaires pour mettre en place le projet le plus adapté et le plus personnalisé pour la personne accompagnée. Donc, si je résume la réponse que tu fais, j'en comprends qu'en tant qu'utilisateur, par exemple, de la CIF, de l'outil CIF tel qu'il existe, je pourrais avoir l'information qu'on a une personne avec une lésion, par exemple, dans un endroit de son cerveau ou une lésion immédiatement sur un de ses membres et ne pas avoir visuellement d'indicateurs qui me permettent de comprendre tout de suite quelle fonction va être affectée ou quelle activité ou participation va être affectée, et peut-être de la même manière, quels sont les facteurs environnementaux qu'on va pouvoir mettre en place pour corriger, compenser au maximum cette lésion. Alors, comme tu peux voir, il y a les petits engrenages entre fonctions organiques et structure anatomique. Donc, ce lien-là peut être fait facilement entre voilà, une lésion corporelle et une fonction organique qui va poser problème. Par exemple, une personne qui serait handicapée motrice, qui n'aurait pas l'utilité de ses jambes, on sait très bien que des fonctions motrices vont être impactées. Par contre, son niveau d'activité participation peut être impacté, mais peut ne pas l'empêcher d'atteindre l'autonomie. En travaillant justement sur les facteurs personnels, les facteurs environnementaux, en amenant des adaptations, en travaillant sur d'autres compétences, on va pouvoir venir stimuler son niveau d'autonomie et qu'il réussisse à avoir un niveau d'activité de participation qui sera le même qu'une personne qui n'aurait pas ce handicap, même s'il aura pris un chemin différent et qu'il utilisera des adaptations différentes. Le but, c'est toujours l'autonomie, et c'est ça qui est important, c'est bien d'avoir cette prise en charge globale, toutes les informations pour amener la personne vers le plus d'autonomie possible. Et dans ce que tu as dit, et je rebondis là-dessus pour passer à faire une transition vers la méthodologie sur laquelle on est en train d'avancer, l'idée, c'est d'apporter un maximum d'autonomie, un maximum de tranquillité finalement aux personnes qui sont accompagnées pour qu'elles aient le moins possible besoin de personnes dans l'environnement. Et c'est aussi de garder au maximum le sens de l'accompagnement qui est proposé par rapport à un projet de vie et de ne pas se perdre dans toute la technicité parce qu'on est clairement en face d'un sac de nœuds sur le plan technique. C'est extrêmement compliqué de différencier chez un enfant qui n'est pas capable d'écrire si on a un problème qui est lié à un trouble neurovisuel, si on est en face d'un problème de posture et de régulation tonique, ou si on est en face d'un problème de motivation, et ça va demander énormément de travail de décoder cette situation pour permettre petit à petit d'avancer. Et on ne veut pas se perdre effectivement dans cette technique pour toujours garder le sens et l'intérêt, voilà, où se place finalement la capacité à écrire pour cet enfant dans l'ordre de ses priorités et dans l'ordre du projet que cet enfant est capable d'exprimer et aussi que sa famille est capable d'exprimer. Donc ça me permet d'introduire la dernière partie, la troisième et dernière partie de ce webinaire qui traite de la méthodologie sur laquelle nous avons travaillé. Je te laisse l'introduire et puis je reprendrai juste après pour montrer l'étendue des travaux qu'on a fait pour l'instant. Donc, on a eu différentes études et même certaines recommandations finalement de la HAS qui datent de plusieurs années maintenant sur les points importants pour le meilleur accompagnement possible. Donc, pour un accompagnement qui serait le plus personnalisé et le plus adapté à la personne. Donc, pour nous, avec toutes ces études, tout ce travail à la fois avec le terrain, avec la recherche et avec les retours famille,
là où on en est arrivé, ce serait une méthodologie donc en 10 étapes, avec tout d'abord un rendez-vous famille qui permettrait une anamnèse, donc vraiment la liste de tout ce qui a pu se passer dans la vie de la personne, que ce soit ses réussites développementales, mais aussi ses difficultés, ses troubles associés, et surtout le projet de vie. Parce qu'on parlait de la motivation et des intérêts de la personne, et l'accompagnement d'une personne doit être fait et tourné vers un projet de vie qui satisfait la personne. Ensuite, on pourrait passer à l'évaluation des structures anatomiques, donc pour vraiment reconnaître tous les lésions, les déficits structurels qui ne peuvent pas être qui peuvent être compensés, mais non pas. On a perdu. Je confirme, on a perdu Corentin, Laurie. Donc, on va continuer quand même. Les structures anatomiques qu'on va devoir adapter ou rééduquer, mais qu'on va devoir faire avec. Donc, ensuite, nous avions une évaluation fonctionnelle, donc, qui permettrait, en fonction des spécificités des personnes, de travailler sur les fonctions motrices. Ah, on est de retour. Les fonctions psychologiques, toutes les fonctions, pour à la fois reconnaître les forces et les faiblesses de la personne. C'est vraiment un bilan de toutes les professions, mais qui serait partagé entre les différents professionnels, toujours avec ce langage commun, pour que chaque professionnel qui accompagne la personne ait bien en tête les difficultés, mais aussi les forces sur lesquelles s'appuyer pour continuer le développement de la personne. On a ensuite une étape donc, de définition des objectifs. Donc si par exemple le projet de vie, c'est que si on prend un enfant qui est à l'école ou en UEA et qui doit apprendre à écrire, la définition des objectifs va passer par des éléments très concrets, comme tenir son stylo, tracer des traits. En fonction de l'évaluation des structures anatomiques et des fonctions organiques, on va pouvoir savoir ce qui est accessible, s'il va falloir passer par des adaptations ou non. On fait ensuite donc toute une analyse pour identifier la zone proximale de développement. Donc c'est une zone où toutes les aptitudes qui sont avant sont acquises. On est dans une zone qui n'est ni trop difficile à atteindre pour l'enfant ou la personne, ni trop facile pour ne pas qu'elle s'ennuie. Elle a toutes les compétences nécessaires, tous les acquis nécessaires pour travailler sur ces nouvelles aptitudes en fonction justement des adaptations ou non qu'on devra mettre en place. On arrive ensuite donc à la construction du projet d'intervention, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Si on identifie dans la zone proximale de développement 3 aptitudes, dont une qui va nécessiter le maintien du stylo et du coup de travailler sur la compétence de praxis, parce que l'évaluation de la fonction par le psychomotricien a montré que les praxis c'était difficile, qu'il manquait de tenue, s'il manquait le maintien du crayon. Donc là, on va être peut-être plus dans de la thérapie ou de la compensation, de la rééducation, avant d'entrer dans un travail vraiment de pédagogie et d'éducation sur tracer des traits, suivre les lignes. Donc dans cette construction du projet d'intervention, chaque professionnel, en fonction de son expertise, va pouvoir proposer des activités ou de la rééducation précise pour tel ou tel type d'aptitude, toujours pour amener la personne à acquérir ses aptitudes et à repousser sa zone proximale de développement au plus près de son objectif. On retrouve ensuite donc une synthèse du projet d'intervention pour que tous les professionnels aient bien tous les mêmes informations et qu'ils puissent suivre cet accompagnement de la façon la plus coordonnée possible, qui permettra ensuite d'avoir une extraction terrain, d'avoir les feuilles sur le terrain pour pouvoir suivre et de faire des retours sur les exercices, sur les activités mises en place pour toujours réalimenter la zone proximale de développement et que tous les professionnels aient à chaque fois toutes les informations au fur et à mesure de l'accompagnement pour qu'on puisse remettre à jour cette zone proximale de développement qui peut parfois être modifiée très rapidement, comme parfois prendre plus de temps parce que peut-être on n'est pas sur le bon projet d'intervention. Donc, le fait de partager et d'avoir cette méthodologie où on prend vraiment dans la globalité la personne, que ce soit sur ses compétences, sur ses structures, mais surtout dans l'échange entre les professionnels avec un langage commun, on va permettre de personnaliser au maximum cet accompagnement pour pouvoir l'amener à nouveau vers plus d'autonomie.
Merci Laurie. Alors, dans tout ce que tu as décrit, je vois sur le côté le panneau. Oui, il y a eu beaucoup de commentaires. Ouais, je crois que c'est difficile de rester concentré. Je tiens à préciser pour tout le monde que c'est le tout premier webinaire que nous organisons. Nous sommes absolument amateurs et sommes déconcentrés par tous les éléments qui apparaissent à l'écran. On ne connaît pas du tout ce logiciel. Bref, on est complètement... on découvre. Bref. La présentation de la méthodologie que tu viens de faire, elle résume entièrement les informations clés qu'on a besoin de récolter au moment où on accompagne, on démarre l'accompagnement d'une personne. Et puis, elle résume aussi les points saillants du traitement de cette information pour pouvoir en sortir un projet d'intervention et mettre en œuvre ce projet d'intervention de manière efficace. Si on parle de manière tout à fait franche, il y a des choses qu'on trouve aujourd'hui sur le terrain qui sont mises en œuvre de façon, je pense, efficace et surtout avec un standard qui est déjà bien reconnu. Je mets les pieds dans le plat et je me mouille sur cette présentation-là, sur ces éléments, et n'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez. Aujourd'hui, le rendez-vous avec la famille, l'anamnèse et le projet de vie, c'est des étapes qui existent dans toutes les structures, qui sont respectées. On va prendre effectivement un moment au début de l'accompagnement pour récolter ces informations. L'évaluation des structures anatomiques, on a pris le temps avec une collègue pharmacienne de récolter toutes les informations qui existent aujourd'hui dans la partie plutôt biophysique ou voilà, purement biologique du corps, pour se rendre compte qu'en fait, les prélèvements urinaires, les prélèvements sanguins, les imageries cérébrales qui pourraient amener à des informations sur les altérations de la structure anatomique et qui nous donneraient des ponts très faciles à faire avec des limitations de participation, avec des difficultés sur les fonctions. En fait, ça n'existe pas dans la pratique, dans les établissements et dans les structures médico-sociales. Faute d'outils, pas faute d'intention, mais faute d'outils en tout cas. Et donc, cette évaluation des structures anatomiques, elle est faite par de l'observation, elle est faite par un diagnostic médical qui est fait à un instant généralement T0. Et en revanche, elle est beaucoup plus difficile à mettre à jour dans la durée. Et surtout, l'éternel problème, c'est toujours de prendre ces informations médicales, biophysiques qu'on peut avoir sur l'état du cerveau d'une personne, l'état, la qualité des neurotransmetteurs, et traduire ça dans la réalité de l'accompagnement et de la mise en situation de la personne. C'est comment on va pouvoir utiliser ces informations pour faire un meilleur programme. Donc ensuite, l'évaluation des fonctions organiques. Tous les professionnels, et en particulier les paramédicaux, ont des outils qui sont respectés généralement à la lettre. On trouve dans toutes les structures une évaluation faite, un bilan psychomoteur, un bilan ortho, un bilan psycho qui sont toujours conduits à partir d'outils existants étalonnés avec une bonne rigueur méthodologique. Et je pense que c'est très important en début d'accompagnement d'entrer avec des outils qui ont une validité scientifique et une rigueur méthodologique qui est la plus forte possible. Ça permet d'avoir une base, on va dire, sur laquelle on est les plus solide. Et ensuite, on déroule toute une dimension d'évaluation des aptitudes de la personne sur laquelle Juggle a déjà conduit un grand travail, notamment pour identifier cette zone proximale de développement, et j'aimerais qu'on y passe un petit peu de temps, parler de cette zone proximale de développement, qui en fait va être la zone de tension dans laquelle la personne va pouvoir progresser. Et c'est effectivement ça qui nous intéresse, c'est de regarder comment tous les jours on peut obtenir une petite victoire dans l'accompagnement de la personne, et comment on peut arriver à la prochaine étape de la façon la plus rapide, la plus efficace possible, toujours en regardant à court terme qu'est-ce qu'on peut faire d'efficace pour que la semaine prochaine, le mois prochain ou plus tard, on ait des résultats, et évidemment en gardant au long terme un œil sur le projet de vie de la personne et sur une forme de réalisme par rapport à ses structures anatomiques, ses fonctions organiques, la situation entre guillemets médicale dans laquelle elle est. Si on repart sur cette notion de zone proximale de développement, en réalité aujourd'hui, il n'existe aucun outil qui nous permette de définir à partir d'une évaluation où se situe la personne sur l'ensemble de ses aptitudes par rapport à un objectif de court terme qui aurait été fixé. Et donc ça a été un travail qu'on a fait chez Juggle. Donc aujourd'hui, les points de l'étape 4 à l'étape 8 sont entièrement couverts par le logiciel qu'on a développé. Et voilà, on aimerait vous partager ça. Donc ça veut dire que les autres points ne sont pas couverts. Et ça va être une partie du travail qu'on va avoir à conduire à partir de maintenant. Mais sur ces points 4 à 8, on a réussi à construire un début de méthodologie qui permettent de partir d'un objectif qui a été fixé par une équipe et d'arriver avec une zone proximale de développement très instructive qui nous permet de construire un projet d'intervention qui est le plus efficace possible, le plus personnalisé, mais aussi le plus facile et le plus rapide à rédiger, puisqu'on sait que le temps de rédaction des projets individualisés d'accompagnement est absolument colossal dans toutes les structures. Alors j'aimerais vous présenter, je vais juste regarder rapidement si on n'a pas des questions directement liées à ça dans le chat.
Idriss, tu peux peut-être Corentin, faire une incursion. Ouais, je peux prendre le relais quelques instants. Il y a eu plusieurs retours et plusieurs questions que je vous propose, à Laurie et à toi d'aborder. Notamment, je déroule 3 questions, Corentin, et Oui, Idriss, tu as coupé ton son. Zut, vous m'avez perdu à quel moment? Oui, je confirme qu'on est tous dans l'attente de tes questions. Bah, tu nous as dit que tu nous déroules 3 questions et on n'a plus rien entendu. Suspense. Bon, je reprends. Donc, il y avait une première question sur la distinction entre le DIU, le dossier informatisé de l'usager, qui est en place dans toutes les structures médico-sociales, et puis la méthodologie que vous présentez là, et puis le logiciel qui va avec Juggl. Ça, c'était une première question. Une deuxième question qui a été soulevée, finalement, tout à l'heure, Laurie, tu nous as parlé de trajectoire développementale et de comment pouvoir vraiment bien comprendre où se situe la personne dans sa zone proximale de développement et comment reprendre l'accompagnement par rapport à cette trajectoire développementale. Ça a soulevé la question de finalement la trajectoire de l'accompagnement en général et de comment pouvoir inclure le projet personnalisé, les objectifs, pas seulement dans du court terme, mais vraiment dans une vision de long terme, et vraiment de parcours de soins. Peut-être qu'on pourrait faire une petite parenthèse là-dessus. Puis la troisième question, remarque qui avait été soulevée. Idriss, avant que tu poses la question suivante. Vas-y, Corentin. Pour pas qu'on se perde, Laurie, je te propose de répondre tout de suite à cette question. Oui. Allez-y. À la deuxième, du coup. Elle était très longue. je me suis perdue dans le... donc, sur le long terme, après, c'est quelque chose qui doit se remettre à jour, qui peut se remettre à jour au fur et à mesure. Dans notre outil, pour l'instant, on démarre avec une fenêtre d'aptitude à atteindre au maximum qui reste dans l'âge de la personne. Et une fois que cette personne les a atteintes, si l'âge est supérieur, par exemple, on peut remettre à jour à nouveau et aller plus loin dans le projet d'accompagnement. On peut réévaluer aussi les objectifs et les projets de vie de la personne s'ils évoluent en fonction justement de cette amélioration ou non de ses compétences pour adapter au plus. On a cherché quand même à faire un outil qui soit assez facile d'utilisation pour les professionnels et qui ne soit pas quelque chose de rigide, justement quelque chose de flexible où les professionnels et la famille peuvent construire ensemble cet accompagnement. Ça me fait penser, justement, j'ai vu une question de Nathalie en même temps sur ne pas perdre la singularité de chaque patient. C'est bien là-dessus que j'espère avoir assez insisté sur le fait que les trajectoires développementales vont être différentes en fonction des personnes suivies et qu'on va mettre en place les adaptations en fonction d'elles-mêmes, en fonction de ses compétences, de son histoire de vie, de son projet de vie, pour qu'on ait quelque chose de standard, que tous les professionnels, la famille parlent ce même langage, mais qui soit le plus adapté et le plus personnalisé possible pour la personne. Sinon, on perd complètement de vue l'importance de justement la singularité et l'individualité de la personne. Est-ce que j'ai répondu à ta question, à la question, Idriss ? Oui, Laurie, je te remercie pour cet éclairage-là. J'enchaîne juste sur la troisième et je vois que le chat s'anime, donc je vais proposer aussi d'autres questions au fur et à mesure. Je vous remercie à toutes et à tous pour les questions qui arrivent et les retours. La troisième remarque, c'était la question finalement de la formation professionnelle. C'est-à-dire que ce modèle-là de la CIF et puis tout le travail que tu as fait, Laurie, depuis 4 ans, on n'en entend pas forcément beaucoup parler aujourd'hui. Il y a Laura qui nous disait qu'elle a découvert ça sur les réseaux. Comment peut-être faire pour penser, alors je ne sais pas si c'est une question qui va demander une réponse directe, mais pour penser la formation des futurs professionnels, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais répondre à cette question si tu souhaites, Laurie. Alors, oui. Nous, de toute manière, en tant qu'entreprise, Juggl, son métier, c'est de construire un outil qui réponde à un besoin clairement exprimé par des professionnels sur le terrain pour leur faire gagner du temps, pour leur faire gagner de la qualité. Et notre destinataire, le destinataire de notre travail, c'est l'organisation médico-sociale qui essaie de faire le meilleur boulot possible. Donc, on n'a pas forcément de connexion aujourd'hui avec les organismes de formation. En revanche, on voit qu'il y a quand même
un lien très fort dans cet écosystème. Je vois qu'il y a pas mal de psychomotriciens dans l'audience. C'est pas un hasard, c'est parce que, bon, et je pense pouvoir dire que beaucoup de ces psychomotriciens sortent de l'ISRP. On est connecté, par exemple, avec ce type de structures qui nous permettent d'échanger, qui sont tout intéressés à rester le plus possible à jour sur à la fois l'évolution scientifique, et nous, on n'est peut-être pas les plus à jour, et aussi à jour sur l'ensemble des outils qui existent pour pouvoir mettre en œuvre ces outils et utiliser demain des standards qui sont les plus communs possibles. Donc, c'est un travail à la fois pour nous d'aller communiquer auprès de ces acteurs le travail qu'on fait, et c'est aussi un travail commun, et ça, je voudrais simplement ouvrir cette parenthèse interministérielle pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, pour des très grandes organisations médico-sociales comme l'APAGE, comme la Croix-Rouge française, plein d'organisations régionales pour le groupe d'intérêt scientifique autisme, qui travaillent tous ensemble à construire un nouveau système d'évaluation des troubles du neurodéveloppement, à construire un nouveau système le plus standard possible qui permette aux professionnels de communiquer, d'avoir une base la plus proche possible entre tous les métiers. Donc, au-delà du logiciel qu'on développe et de ce qu'on propose aux professionnels avec lesquels on travaille, il y a une philosophie derrière tout ça, de construire autour de la CIF, autour de ce périmètre 360 degrés des 4 grandes composantes du fonctionnement, de construire le meilleur accompagnement. Donc c'est, je pense, déjà très partagé par l'ensemble de ces grands acteurs. Merci Corentin. Merci à toi. Avant de prendre d'autres questions, je propose d'aller à la fin de la présentation parce que je pense qu'il y a certaines questions qui ont été posées qui pourraient être éclairées par voilà, une rapide présentation de la suite du travail qu'on a fait. Ça illustre pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le logiciel qu'on développe. Ça va comme ça? Ça va comme ça, go. Parfait. Alors, pour vous illustrer ce qu'on a dit sur la zone proximale de développement, qui est en fait le plus gros travail aujourd'hui dans cette liste, hein, conduire une évaluation des fonctions organiques, une évaluation, par exemple un bilan psychomoteur. Il existe des outils, on ne va pas pouvoir compresser le temps d'un bilan psychomoteur, il faut le faire correctement, il faut prendre le temps. En revanche, ce qu'on peut compresser, c'est le temps de traitement de l'information pour en déduire une zone proximale de développement. Et je vais vous montrer tout de suite un modèle inédit que vous avez peut-être encore jamais vu, d'une zone proximale de développement d'un jeune garçon qui a tout à droite son objectif, qui est de mettre de l'intensité dans les phrases. C'est un jeune garçon, quand il voit certains de ses éducateurs qui les appellent en parlant extrêmement fort, et ce qui forcément pose problème dans les situations d'intégration sociale. Et donc, l'équipe a mis parmi les objectifs de cet enfant-là d'être capable de moduler l'intensité qu'il met dans les phrases dans toutes les situations, et donc que cette capacité à moduler l'intensité dans sa voix soit bien généralisée dans son quotidien. Ici, ce qu'on a pu modéliser, et ça a été fait instantanément à la suite de l'évaluation des aptitudes de cet enfant-là, donc ce n'est pas un travail qui a pris des heures, c'est un travail qui a pris au maximum 5 minutes pour ce professionnel, pour modéliser l'ensemble des aptitudes qui émergent normalement avant la capacité à mettre de l'intensité dans les phrases. Donc si on regarde ici parmi les prérequis les plus éloignés, les plus simples, avant l'intensité dans les phrases, on va trouver l'imitation de sons courts, rapides, la répétition d'un son, une séquence de sons. Si on va de manière un petit peu plus difficile, on va répéter des mots. Et puis, on va avoir ici une branche qui est répéter des sons et mots criés ou chuchotés, répéter des sons ou mots avec un changement de voix. Et puis après, on aura mettre de l'intensité dans les phrases de manière autonome, spontanée, etc. Et donc, même dans ces exercices de répétition, on voit que la modulation de l'intensité, de la voix, n'est pas du tout maîtrisée par ce jeune. Ce qu'on peut repérer, par rapport à ce que disait Laurie, par rapport au fait qu'une aptitude puisse mobiliser différentes compétences, faire appel à différentes compétences, ben là, on voit que, a priori, la compétence qui est clairement en difficulté, c'est bien la modulation de la voix, et ce n'est pas un problème de compréhension, ce n'est pas un problème qui pourrait venir d'ailleurs. Donc ici, ce qu'on propose aux professionnels, c'est cette modélisation. On s'arrête là, parce qu'on ne connaît pas la situation de l'enfant, on ne connaît absolument pas la situation singulière de la personne, et je vois que tout à l'heure, ça a été relevé, et c'est tout à fait juste. Ce n'est pas parce qu'on propose un modèle que ce modèle va répondre à tout le monde. En revanche, on a proposé cette modélisation aux professionnels, qui a pu identifier que répéter des sons et des mots criés ou chuchotés, ou répéter des sons et des mots avec un changement de voix, était un prérequis plus facile pour commencer le travail avec cet enfant. Et donc, il a décidé de rabaisser un petit peu la difficulté de ce qu'il proposait aujourd'hui, parce qu'attendre de ces jeunes qui mettent de l'intensité dans ses phrases était trop élevé, pour d'abord retravailler sur la modulation. Ici, on a un exemple d'une zone proximale de développement qui est finalement très propre,
tout ce qu'on peut retenir de ce modèle, c'est qu'on avait fixé un objectif un tout petit peu trop élevé par rapport aux aptitudes de ce jeune enfant. Donc ça arrive extrêmement souvent. Laurie, Idriss, on a fait des centaines de démonstrations. Je crois qu'on a dû passer des milliers d'heures sur le terrain ces 5 dernières années. On voit très souvent des objectifs qui sont fixés un tout petit peu trop haut et où on manque en fait des prérequis qui n'auraient pas pu être saisis. Ici, l'exemple est très simple. On va juste proposer de travailler sur des répétitions pour ne pas attendre un comportement spontané, pour encadrer un petit peu plus l'exercice et que ce soit plus facile pour le jeune de développer cette aptitude. Je vais vous présenter un autre objectif chez ce même jeune garçon, qui est de situer des événements dans une journée, puisque c'est un garçon qui n'est pas capable d'utiliser pour l'instant un planning. Et ici, on va trouver donc toujours en vert des éléments qui sont généralisés, en bleu des acquis, et puis en orange des éléments qui sont non acquis. Et alors là, on trouve parmi finalement tous les prédécesseurs logiques de l'aptitude situer des événements dans une journée, plein d'éléments qui sont pas du tout acquis, d'autres éléments qui sont parfaitement acquis. Donc là, on est en face d'une situation très hétérogène dans laquelle le professionnel va devoir choisir, arbitrer et comprendre surtout pourquoi cette aptitude n'est pas acquise, pourquoi elle n'est peut-être pas accessible et comment on va pouvoir reconstruire des compétences, un support de compétences qui sera suffisamment élevé pour que cette personne puisse, in fine, réussir à accomplir l'exercice qu'on lui propose. Dans la première situation que je vous ai présentée, si on revient à cet exemple-là, c'est assez facile intuitivement pour un professionnel de s'ajuster et de se rendre compte que l'exercice qu'il propose est un petit peu trop difficile. En revanche, si on en revient à une situation qui est très hétérogène comme celle qu'on présente ici à l'écran, situer des événements dans une journée qui a pour prérequis, par exemple, sur la branche supérieure, vous suivez mon curseur, sérier des objets, ordonner une série d'images, qui est parfaitement acquis, donc on n'a pas de problème sur le tri dans l'ordre de différents objets. En revanche, se repérer dans une journée, demander en utilisant quand, nommer des adverbes, des prépositions, ça c'est pas du tout acquis. Et donc on a un enfant qui a une branche de dénomination et de compréhension qui n'est pas du tout suffisante pour accéder finalement à l'objectif qu'on a fixé. Et donc là, on va devoir redescendre de manière beaucoup plus significative pour apporter un travail qui est à la portée de ce jeune. Corentin, je te coupe un instant. Préciser que... Oui. Excuse-moi. Juste après, est-ce que tu pourras juste revenir sur l'échelle que représente le graphique? Il y a une question de Laura. Qu'est-ce que la longueur des flèches représente entre les différentes aptitudes? Et finalement, le graphique, comment est-ce qu'il va se lire? Est-ce qu'il va se lire de gauche à droite? Est-ce que la hauteur des points va avoir une importance ou pas? Est-ce que tu veux répondre à la question ou je le fais? Je peux répondre à la question. Tu étais lancé, c'est pour ça que je te proposais. Okay. Pour répondre à Stéphanie et Laura, tous les points que vous voyez à l'écran, ce sont donc des aptitudes qui sont des prédécesseurs par rapport à l'objectif qu'on va retrouver tout à droite et que je ne peux pas lire, Corentin, donc je vais te laisser mettre... Ah, pardon. Bon, dans ce cas, je prends le relais parce que si le texte n'est pas très lisible, je m'en explique. Donc, tout à droite, on a l'objectif qu'avait fixé le professionnel qui est de mettre de l'intensité dans les phrases. C'est ce que je souligne ici avec mon curseur, qui est l'objectif qu'on souhaite atteindre avec ce jeune. Ce qu'on va trouver ici, c'est un ordre d'aptitude. Donc, chaque bulle que vous voyez, quelle que soit sa couleur, ça correspond à une aptitude qui va être classée par ordre d'âge dans lequel elle se développe de manière naturelle. Donc, les aptitudes les plus à gauche sont celles qui se développent le plus tôt dans l'âge d'un enfant, et celles qui sont les plus à droite sont celles qui se développent le plus tard. J'ai zoomé un petit peu sur l'écran, donc on ne voit pas exactement les tranches d'âge. Si vous voulez, je pourrais vous ressortir après, entre deux questions, un graphe où je pourrais naviguer pour vous montrer les tranches d'âge. Et ensuite, ce qu'on va trouver, ce sont des liens. Donc, entre chaque bulle que vous voyez, vous avez une flèche. Et cette flèche indique que la bulle qui est située à gauche, ici, par exemple, émettre le son initial d'un mot, apparaît naturellement avant imiter un son soutenu suivi d'un autre. Donc, ce sont on ne peut pas parler de prérequis, mais ce sont des prédécesseurs logiques d'un ordre dans lequel les aptitudes vont naturellement se développer. Stéphanie, si vous avez besoin de plus de précision, on peut reprendre un petit peu de temps juste après pour qu'on vous montre en situation réelle. Ok, bon, c'est parfait. Excusez-moi d'avoir pas présenté la légende. Vous trouvez en haut les couleurs et la signification des couleurs. Donc, volontairement, j'en ai pas mis, j'ai pas fait des situations trop complexes. Donc, en vert, c'est tout ce qui est généralisé, en bleu, ce qui est acquis.
Et donc ici, on trouve, pour illustrer l'exemple que j'avais, une situation très hétérogène qui va demander beaucoup plus de temps d'analyse. Et à cet instant-là, c'est très important d'avoir quelque chose de visuel que les professionnels puissent afficher tous ensemble sur un projecteur, sur un mur, au moment d'une réunion pluridisciplinaire, pour échanger sur la situation et se demander si on travaille quand même sur situer des événements dans une journée, qui est notre objectif ici à droite. Et donc, on met plein de situations de compensation, qu'on ajoute peut-être un classeur PEX, des éléments qui vont permettre d'arriver plus vite à notre objectif. Ou est-ce qu'on en revient à nos prérequis les plus basiques? Est-ce qu'on remonte loin dans le développement de la personne pour petit à petit consolider toute la plateforme de compétences dont on a besoin pour arriver à ce résultat de manière parfaitement autonome? Et ça, encore une fois, c'est très important de toujours accrocher ça à l'objectif de vie de la personne. Les moments où on fera le choix de reculer loin dans le développement pour reconstruire un développement homogène, et les moments où on fera le choix de tant pis, on fait le tour, on accepte que cette aptitude ne soit jamais développée, c'est des décisions qui ne sont pas prises en raison d'une technique qui apparaît dans l'évaluation, mais qui sont prises en fonction du projet de vie et en fonction du projet exprimé par les parents. J'avance encore un tout petit peu, comme ça me permet de conclure sur la présentation des éléments que je voulais faire, et puis après on peut prendre toutes les questions à la suite. Une fois qu'on a, par exemple, un objectif comme celui qui avait été fixé sur le premier graphique, répéter des sons et des mots, crier ou chuchoter, on va pouvoir retrouver à l'intérieur de nos bases de données des fiches complètes qui permettent de mettre la personne ou l'enfant en situation de travail sur cette aptitude. Donc ici, on va avoir une très belle fiche présentée comme ça. Vous en avez 1000, si je ne dis pas de bêtises, sur l'ensemble des bases de données qu'on a créées, qui permet de travailler ici, par exemple, sur la répétition de sons, de mots criés ou chuchotés. Donc, on va retrouver tout en haut une petite description, une présentation de comment on met en place un exercice de manière formelle, face à face, avec des propositions de guidance, une guidance totale ici qui serait verbale, et puis une guidance partielle qui pourrait être gestuelle par un signe ou encore verbale, et puis un rappel des compétences, et là je souligne l'immense travail qu'ont fait Laurie et Idriss, pour associer chaque aptitude sur laquelle on a l'intention de travailler aux compétences qui seront effectivement mobilisées pour réaliser cette aptitude. Et donc ici, on a un travail sur les praxis bucco-faciales, sur la mémoire de travail et sur la communication productive poétique, avec un petit rappel des professions qui sont liées, psychologues, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, qui ici sont indiqués pour travailler sur ce sujet, mais qui n'est pas du tout une liste exhaustive. Voilà, en guise de conclusion de la présentation, mais sans mettre fin à la réponse à toutes les questions qu'on va adresser juste après, je voudrais simplement vous dire que cette méthodologie, elle est toujours en construction, on continue de travailler dessus. L'objectif pour nous, c'est d'arriver in fine à une méthodologie en une dizaine d'étapes qui permettent de compresser le temps que ça prend et d'augmenter la qualité de l'information dont tous les professionnels disposent sur les personnes qui les accompagnent. Le but étant à la fois d'avoir les meilleurs résultats en direct sur le terrain, mais aussi d'avoir pour les professionnels un métier qui soit le plus gratifiant possible, avec un maximum de reconnaissance dans leur travail, puisque quand on voit, même parmi les toutes petites victoires quotidiennes qui sont finalement, c'est de ça dont est fait le quotidien d'un professionnel du médico-social, ce n'est pas des grandes victoires spectaculaires, mais plutôt des petites victoires tous les jours. Et bien, en plaçant la loupe au plus près de cette zone proximale de développement, on se rend compte des éléments qui se développent, des exercices qu'on a pu mettre en œuvre qui ont des résultats, et je pense que ça, c'est en soi une très belle quête. Je reviens tout de suite à toutes les questions et aux remarques que vous avez. Idriss, la parole est à toi. Je prends la suite pour te proposer quelques points, Corentin. Un premier, peut-être, déjà remercier toutes les personnes qui reconnaissent tout le travail que ça représente. C'est quoi notre rapport? Qu'est-ce que tu pourrais en dire, Corentin, entre Juggle et le terrain, finalement? Comment, au fil des années, l'outil qu'on a aujourd'hui, on l'a co-construit finalement avec les acteurs du terrain à partir de leur retour? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur ce sujet? J'ai cassé le bouton micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Oui. J'allais te demander si tu voulais répondre. Alors, je vais devoir faire un tout petit peu d'histoire. Je vais faire un tout petit peu d'histoire. Je vais répondre, Laurie, pour expliquer comment on en est arrivé là. Le point de départ, c'est Henri, moniteur éducateur, qui travaillait à l'époque dans une équipe sous supervision d'une psychologue ABA. Donc ABA, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette approche,
C'est une approche avec énormément d'objectivité qui demande de coter chaque apparition de comportement chez un enfant. À chaque fois qu'on met en place un exercice, on va coter la guidance qu'on a mise en place, on va coter la réponse de l'enfant à l'exercice qu'on a proposé. Et donc, ça demandait finalement énormément de relevés d'informations. Et Henri, qui travaille dans cette équipe, avait un passé d'informaticien et s'est dit, les gars, si vous croyez que je vais faire mon reporting sur du papier millimétré avec un crayon, clairement, vous vous trompez. Et donc, il a décidé de quitter cette équipe pour construire un logiciel qui lui permettait à lui-même tout simplement de rentrer ses cotations et d'avoir des graphes qui apparaîtraient automatiquement. Et donc, moi, j'ai rencontré Henri à cette époque-là qui me disait, voilà, lui était éducateur, moi, j'étais plutôt sur le volet entrepreneurial, et il me disait, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que ce logiciel puisse être proposé aux autres éducateurs. Et j'ai eu un premier réflexe qui était de me dire, moi, je connais strictement rien au sujet, c'était il y a 5 ans, donc je vais aller rencontrer plein de psychologues. À l'époque, je pensais que le métier se résumait à psychologue, pour voir qui travaille avec quel outil, est-ce que ça pourrait les intéresser. Et très rapidement, on s'est rendu compte que l'enjeu, c'était pas de faciliter la démarche de cotation et de collecte d'informations, mais c'était de construire un programme dans lequel on n'avait pas de situation d'errance thérapeutique, c'est-à-dire un programme dans lequel on sait précisément ce qu'on est en train de mettre en œuvre, et donc on a une liste d'activités bien précise. Et depuis cette date, c'est-à-dire il y a 5 ans, on a toujours développé nos logiciels avec une version qui circule sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un logiciel qui n'est pas terminé, c'est une certitude, mais on a 700 utilisateurs au quotidien qui travaillent sur notre logiciel, qui nous appellent assez régulièrement pour nous dire qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Le but, c'est justement de ne pas attendre pendant 5 ans dans notre laboratoire et de ne parler à personne et de sortir un missile scientifique ultra efficace, mais totalement désaligné avec la réalité du terrain. Un logiciel qui doit amener une facilité dans le quotidien, dans l'évaluation et dans la communication pour les professionnels, doit forcément être construit en étant en permanence utilisé par les professionnels du terrain. Donc, à la fois, on bosse sur tout le support scientifique qui va avec. Évidemment, c'est le travail de Laurie, ça a été le travail d'Idriss. Et à la fois, on travaille absolument tous les jours au contact de professionnels. Et aujourd'hui, de la Croix-Rouge française, de Gilles et Thierry, qu'on peut citer, qui est une association régionale ici en Meurthe-et-Moselle et qui est extrêmement impliquée à nos côtés et qui a pris beaucoup plus d'engagement que des grosses organisations. Donc, voilà. Tout se co-construit avec le terrain. Merci Corentin. Merci Corentin. Ouais. Une autre question. Il y avait Laura tout à l'heure qui nous disait qu'elle aurait bien aimé avoir un logiciel ou en tout cas un outil comme ça quand elle travaillait encore en libéral pour pouvoir fixer des objectifs SMART. Et puis il y a une question de Stéphanie qui rejoint ce commentaire sur est-ce que, alors je vais reprendre exactement les mots de Stéphanie, le logiciel qui vous a permis cette modélisation est-il dans l'optique d'être commercialisé? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Ok, on va pouvoir répondre aux 2 questions en même temps. Alors, le logiciel qui permet cette modélisation est déjà commercialisé. Il est déjà utilisé. Donc, les 700 professionnels qui l'utilisent au quotidien ont acheté des licences. Tous les pros avec lesquels on travaille ont acheté des licences pour utiliser notre logiciel. Donc, on est déjà dans un format commercialisé. La portion de ces 10 étapes dans la méthodologie qu'on couvre, on la couvre bien. Et quand on met un objectif, quand un professionnel renseigne, par exemple, l'objectif que je donnais tout à l'heure de moduler l'intensité dans les phrases, il va effectivement avoir tous les prédécesseurs logiques et avoir une information qui va lui être utile. Donc, c'est pas parce que le logiciel est encore en construction que pour autant, on n'est pas capable de répondre aux attentes au quotidien des professionnels avec lesquels on travaille. Donc, oui, c'est commercialisé. En revanche, pour les professionnels qui exercent en libéral, et si je dis pas de bêtises, c'était aussi le sens de la question qui était posée avant, on songe à construire un logiciel un peu plus simple qui ne porte pas toute la lourdeur du logiciel actuel qui a été conçu pour des équipes médico-sociales avec tout un système de droit, de création de profils d'enfants, etc. Puisque j'ai vu passer plusieurs fois l'ensemble de lettres dans cet ordre RGPD qui est extrêmement contraignant quand on fait un travail comme le nôtre, évidemment. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire des logiciels malheureusement trop simples parce qu'il faut mettre énormément de barrières et de protection, de sécurité simplement sur les données. Donc, on songe à faire un logiciel plus. Merci Corentin. Une autre question qui a été posée tout à l'heure par Carole.
qui nous disait que dans son établissement, par exemple, il n'y a pas de psychomotricien, donc il n'y a pas de bilan psychomoteur. Effectivement, aujourd'hui, Juggle, c'est un outil qu'on a pensé pour être utilisé en équipe pluridisciplinaire, mais on sait que dans beaucoup de structures, toutes les professions ne sont pas toujours représentées. Comment on fait à ce moment-là? Si on avait une solution à ça, ce serait incroyable. Malheureusement, on n'a pas de solution au problème de couverture des différents métiers dans toutes les structures. Ce qu'on pense, c'est qu'une équipe qui est organisée avec une bonne culture, avec un management qui est très positif, dans laquelle on a des résultats qui sont observés au quotidien, c'est une équipe qui donne envie aux professionnels de travailler à l'intérieur de l'équipe. Donc, potentiellement une équipe un peu plus attractive pour aller chercher les métiers qui manquent. Aujourd'hui, on ne peut pas, avec un logiciel, remplacer la présence d'un psychomotricien, simplement parce que les informations du bilan psychomoteur sont présentes dans le logiciel. Ça ne remplacera jamais l'œil expert, et ça se vaut pour absolument tous les métiers. Et je vois Laura qui réagit. On peut solliciter les partenaires libéraux. C'est tout à fait une bonne idée. Et l'objectif d'un logiciel comme Juggle, donc qui est un logiciel de construction de projets personnalisés, c'est bien de faciliter la communication entre tous les accompagnants. Les accompagnants, c'est les professionnels salariés de la structure, c'est les professionnels libéraux qui sont autour, ça peut être les enseignants en école ordinaire, et puis c'est aussi les parents. Donc le but, c'est d'ouvrir l'information. J'allais rebondir aussi sur ce côté-là, où c'est vrai qu'on parle souvent des équipes pluridisciplinaires dans un établissement, mais on peut oublier parfois qu'il y a des professionnels extérieurs qui vont intervenir aussi, et la communication est encore plus difficile entre les équipes aussi et les libéraux. Donc notre but, c'est vraiment de recentrer autour de la personne accompagnée pour que toutes les informations puissent circuler et que ça serait vraiment le mieux d'avoir aussi tous les professionnels libéraux en même temps que les équipes. La question qui est soulevée ici, J'en profite pour rebondir, j'ai passé tout à l'heure. Vas-y, Idriss, je t'en prie. Ce que je voulais te dire, c'était qu'il y a un petit décalage dans le son, je suis désolé. Vive la connexion au bureau. Ce que je voulais te dire, Corentin, c'est qu'une question qui est soulevée ici, c'est nous, avec Juggle, on amène notamment tout ce qui concerne le besoin, l'identification des besoins de manière très précise. Qu'est-ce qu'on met en face en matière d'offres et finalement, comment on pourrait penser... il y a toute cette question aujourd'hui de la fin des établissements comme on les connaît. On va de plus en plus vers des dispositifs. Comment pouvoir avoir une meilleure coordination entre les libéraux, les structures et finalement, voilà. Il n'y a pas forcément de question dans cette remarque-là, mais est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus? Ce que je pense, c'est que l'évolution du secteur qui passe d'équipes qui sont en permanence dans les mêmes murs à des équipes qui sont hors les murs, et d'ailleurs, cette transformation, elle a déjà amplement commencé. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de CESAD, il n'y avait que des IME qui étaient des établissements physiques, et aujourd'hui, on a les CESAD qui sont des établissements qui couvrent un territoire géographique qui est beaucoup plus grand, avec différents professionnels qui interviennent dans les familles, à l'école, etc. Les enjeux de communication entre les professionnels, les enjeux de clarté de compréhension de la situation d'un enfant, elles ne sont pas tous les jours avec cette communication informelle qui circule naturellement dans une équipe. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que les enjeux auxquels on essaie de répondre aujourd'hui à travers notre logiciel, mais aussi le but de ce webinaire, ce n'est pas de faire la promotion du logiciel qu'on commercialise, c'est de faire la promotion d'un paradigme différent dans lequel on ajoute un maximum de clarté sur la situation de la personne et un paradigme dans lequel on partage l'information de manière plus disciplinée avec un standard de communication qui permettent de s'assurer que quand moi, éducateur, je lui ai expliqué et je m'assure que je travaille pas avec mon jargon de mes outils d'éducateur que Laurie va interpréter avec son jargon de psychologue. Et ces risques-là, ces enjeux-là sont forcément augmentés par le fait que les équipes s'éclatent sur les territoires pour pouvoir accompagner les enfants et les adultes au plus près de leur situation ordinaire. Il y a une question de Nathalie, pour rebondir aussi là-dessus, c'est on a beaucoup parlé des professionnels, mais est-ce que tout ça c'est partageable également avec les familles? Et comment est-ce qu'on intègre la parole des familles, le travail avec les familles là-dedans? Alors pour être tout à fait transparent, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas construit de modèle économique
dans notre société, et très franchement, évidemment, c'est central, vis-à-vis des familles. Ce qui veut dire qu'on travaille exclusivement avec pour clients des structures médico-sociales. Donc notre lien avec les familles, aujourd'hui, il se fait au travers de la structure et du contact qu'elle a déjà avec les familles. Donc pour donner un exemple très concret, on travaille avec des structures qui ont des professionnels salariés qui font le lien avec les familles. Et au lieu de faire le lien avec les familles, avec leurs outils classiques de transmission d'informations, ils le font désormais avec Juggle. Tout à l'heure, je vous partageais une image avec une fiche pour travailler sur l'exercice de moduler le ton et l'intonation des voix. Ça, c'est typiquement un petit document qu'on peut sortir en PDF et qu'un professionnel peut passer à la famille pour lui dire, voilà, pendant les vacances, pendant les soirées, pendant que vous jouez à tel jeu que cet enfant aime bien, vous pouvez mettre en œuvre l'exercice de telle manière. Ça permet aussi, à travers la zone proximale de développement, à travers le modèle qu'on avait présenté tout à l'heure, d'expliquer à la famille pourquoi, avant de travailler sur tenir un stylo, on va faire des exercices de pâte à modeler qui peut-être peuvent être considérés comme parfaitement inutiles pour un parent, mais qui en fait se justifient parce qu'on a besoin de reconstruire progressivement la motricité fine ou la coordination entre l'œil et la main. Donc, Juggle est ni plus ni moins un outil qui peut se placer entre le parent et le professionnel, comme un cahier de liaison classique. Seulement, je pense que le cahier de liaison a encore des lacunes et qui ne seront jamais corrigées. Il faut un outil plus efficace. Et la question du turnover dans les équipes aussi qui a été soulevée par Mélissa, qui me disait votre logiciel pourrait également être un outil très intéressant et important dans les équipes, et donc, pour les équipes et donc aussi les patients qui subissent de nombreux turnovers. Le turnover dans les équipes du médico-social, on en a encore entendu parler il y a 2 semaines, Corentin, quand on a été intégré à 21. Effectivement, c'est une grosse problématique. Ouais, ça clairement, il faut le dire, hein, le turnover dans le secteur médico-social, en particulier dans le secteur du handicap, c'est un des plus élevés en taux dans tous les secteurs qui existent en France. Donc, ça souligne très bien un secteur dans lequel il est très difficile de travailler, hein, soyons tout à fait transparents là-dessus. On a des équipes dans lesquelles on a un turnover de 25%, ce qui veut dire qu'en moyenne, tous les 3 à 4 ans maximum, l'ensemble de l'équipe est renouvelé, peut-être à l'exception de certains professionnels qui restent plus longtemps, mais en fait, on a un mouvement permanent. On ne peut pas, si on ne maintient pas une information écrite et parfaitement documentée, espérer que la situation de l'enfant soit toujours claire 2 ans après. Donc l'objectif, c'est que l'information soit sur un support différent, qui soit associé à l'enfant et pas associé au professionnel. On n'ait plus voilà, des outils ou une information simplement orale, informelle, qui circule entre les professionnels, puisqu'aujourd'hui, c'est l'outil principal de communication. Et ça répond à la problématique de la continuité qui fait partie des grandes recos HAS. Tout à fait. Merci Corentin. Une petite question pour Laurie, une petite question qui blesse. Ta thèse, tu l'as déjà soutenue? Non. non, je rentre en 2e année de thèse officiellement. Oui, avec la NRT. Donc, tout ce que j'ai fait chez Juggle en travail m'a permis de cibler ma thèse et mes travaux. Et là, j'ai officiellement commencé il y a 1 an. Donc, on te souhaite bon courage pour la suite, Laurie. Merci. Nathalie qui nous demandait si tout est partageable par rapport à l'accès aux parents, ou bien est-ce qu'on peut sélectionner des points qui seraient plus ou moins partageables. Ça soulève la question des différents droits d'accès dans le logiciel. Corentin, je te laisse y répondre. Oui, alors la réponse, elle est très simple. Une fois qu'on a l'information, on peut la partager de la manière qu'on veut. L'informatique nous permet de faire ça, donc on peut tout partager, on peut partager un fragment. L'objectif, c'est aujourd'hui plutôt de permettre une extraction des informations du logiciel pour les envoyer aux parents sous format PDF. Donc on va envoyer des fiches d'exercice, on va envoyer une impression d'écran de la zone proximale de développement, quoique c'est très technique. Et quand on dézoome un peu, on a les tranches d'âge qui sont affichées et ça peut être très anxiogène pour un parent de voir que son enfant a des prérequis voilà, il a 6 ans et il y a des prérequis de 12 mois qui ne sont pas acquis. Ça peut être clairement plus anxiogène qu'autre chose. Mais globalement, effectivement, on peut extraire tous les éléments qu'on souhaite pour les partager à la famille. Donc, le but, c'est ça. Et j'en profite pour répondre à la question d'Aurélie qui était juste en dessous sur la messagerie sécurisée. Ça fait aussi partie du logiciel. Maintenant, aujourd'hui, construire un énième système de communication avec une messagerie, c'est pas compliqué techniquement, on l'a fait, c'est présent sur le logiciel. Maintenant, amener des parents et des professionnels à utiliser cette messagerie comme leur nouveau système de communication régulier,
c'est beaucoup plus difficile. Et voilà, aujourd'hui, on ne remplace pas les outils classiques. Vous n'imaginez peut-être pas, ou peut-être que vous imaginez très bien, l'omniprésence de Messenger, WhatsApp, Signal et autres messageries tout à fait classiques et non sécurisées pour passer des informations de santé. Très bien, Corentin. Pas d'autres questions, il me semble, dans le chat. En tout cas, j'espère qu'on a répondu à tout. N'hésitez pas à reformuler si je suis passé à côté d'une question. On a parlé beaucoup de... Ouais, il y a une question qui a été posée tout à l'heure. Idriss, du coup, je vais y répondre. Il y a une question qui a été posée sur la différence entre le travail qu'on fait chez Juggle et le dossier informatisé de l'usager. Alors, effectivement, la frontière peut paraître fine. Le dossier informatisé de l'usager va rassembler énormément d'informations sur la personne, qui sont des informations, effectivement, du projet de vie, du projet personnalisé, mais aussi des informations administratives, de planning, des infos, finalement, beaucoup plus de gestion au quotidien de la vie de la personne dans la structure. Donc, on va trouver les notifications MDPH, on va trouver l'ensemble des documents qui servent à associer la personne contractuellement à la structure. En revanche, le rôle de Juggle est vraiment très restreint à la construction du projet d'accompagnement. Et ce projet d'accompagnement, une fois extrait, peut être inséré dans le DIU. On ne cherche pas à faire un outil concurrent. Voilà, il existe déjà plein de solutions de dossiers informatisés de l'usager qui sont déployées, qui fonctionnent très bien, qui ne sont pas du tout là pour créer de la valeur sur le plan clinique, mais qui sont là pour sécuriser l'information administrative, voilà, sans aucun jugement de valeur sur les différents outils, mais c'est clairement placé sur des échelles différentes. On est en contact avec ces acteurs. Certains nous ont demandé comment on pourrait faire un travail d'interopérabilité. Pour l'instant, le plus simple, c'est d'extraire sous un format PDF le projet personnalisé complet, tout bien mis en forme. Donc, on apprécie à la fin de nos démonstrations, Idriss, après une petite heure de travail auprès d'un enfant qu'on ne connaissait pas du tout, de sortir un projet personnalisé tout en bonne et due forme, prêt à être inséré dans le DIU. Et à ce moment-là, voilà, ça part vers une autre plateforme et c'est plus nous qui gérons l'information. On ne la garde pas dans nos griffes. On a perdu notre animateur, je crois. Non, je suis toujours là. J'attendais de voir s'il y avait d'autres questions qui arrivaient. En tout cas, j'en profite pour remercier encore une fois toutes les personnes qui ont pu poser des questions, réagir. Je vois qu'on arrive bientôt au bout du temps qu'on s'est accordé, Corentin. C'est parfait. Dans ce cas, ce qu'on peut vous proposer en guise de conclusion, c'est que vous pouvez retrouver, alors vous retrouverez le replay de ce webinaire si nous n'avons pas fait n'importe quoi avec l'enregistrement, parce qu'encore une fois, c'est la première fois que nous faisons ça, et je ne suis pas du tout certain qu'on aura tous les éléments à la fin. En tout cas, si c'est le cas, on vous partagera le lien du replay. N'hésitez surtout pas à nous écrire à Idriss, à Laurie ou à moi. Je pense que vous avez, si vous êtes connecté par le lien LinkedIn, vous pouvez nous écrire sur LinkedIn, on vous répondra sans problème. Si vous êtes inscrit à l'événement à travers les mails qu'on vous a envoyés, n'hésitez pas à nous écrire sur les mails. On sera super content de vous faire une démonstration complète du logiciel si vous le souhaitez. Ce n'était pas l'objet de ce webinaire. Si vous avez envie qu'on aille plus loin sur le sujet de la CIF ou sur des sujets plus précis, n'hésitez pas. Je pense pour nous, c'était un super moment d'animer ce webinaire. Je suis content que plus de 20 personnes soient restées avec nous. Franchement, c'était top. Donc, je pense qu'on remercie très sincèrement, parce que c'était un moment sympa d'échange et puis enrichissant pour nous. Allez, on prend les derniers commentaires. Je rajoute le lien de téléchargement pour le livre blanc pour les personnes qui n'ont pas pu y accéder ou le télécharger pour l'instant. Vous pouvez le faire directement via le lien. J'en profite aussi pour remercier tout le monde, notamment sur les petits commentaires sur le travail. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de retour. Et pour distribuer cette réussite, donc Laurie fait partie de l'équipe depuis le premier jour de l'histoire de cette entreprise. On a commencé à travailler ensemble à l'époque où Juggle n'était qu'un projet de recherche. C'était au tout début de l'année 2017. Tu n'étais pas encore diplômé. Moi non plus d'ailleurs. On était encore à la toute fin de nos études, même si tu as décidé de rempiler avec un doctorat. Et évidemment, cette équipe est plus large, avec notamment des professionnels qui travaillent sur la technique pour traduire tout ce qui sort du travail scientifique de Laurie en quelque chose d'utilisable au quotidien pour les professionnels. Donc, c'est le travail de toute une équipe qu'on remercie ici.
Sur ces mots de conclusion, Idriss, Laurie, merci beaucoup. Merci à tous les participants. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Puis on va terminer et clore l'événement. Merci et bonne soirée à tout le monde.